et bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode 4. Vous avez pu voir dans la première partie des outils et conseils plutôt en relation avec l'alimentation. Dans cette deuxième partie, je vais vous donner des conseils pour aider les organes impliqués dans l'homéostasie du milieu intérieur. On y verra aussi des conseils et astuces pour réduire le stress. Parce que, sachez-le, le stress est un facteur d'acidose. Alors, si vous voulez en savoir plus, restez bien avec moi, on démarre maintenant. À travers les déséquilibres du corps au sens large du sujet, ce sont les différents organes qui vont maintenir cet équilibre. Ceci nécessite une énergie extraordinaire de notre corps dans le seul but de maintenir la vie dans ce milieu intérieur qu'on a évoqué dans l'épisode 2. Et je rappelle, le milieu intérieur, c'est ce qu'on peut résumer au fameux terrain qui comprend les cellules et tous les fluides du corps qui les entourent, à savoir le sang, la lymphe et les autres liquides interstitiels. Par opposition, le milieu extérieur est tout ce qui n'est pas le milieu intérieur. Je m'explique. Si je vous pose la question, lorsque j'avale une fraise, où se situe celle-ci ? Dans le milieu extérieur ou intérieur ? Comprenez que dans la première minute, la réponse est le milieu extérieur. Parce que lorsque l'aliment passe par le tube digestif, qui va de la bouche à l'anus, il n'est pas encore en contact avec les cellules et les fluides corporels. Mais si on attend quelques heures, la fraise va être décomposée et les nutriments qui la composent vont passer à travers la barrière intestinale pour rejoindre cette fois-ci le milieu interne. Et donc pour maintenir la vie et l'homéostasie de ce milieu intérieur, ce sont les émonctoires. Alors ce qu'on appelle émonctoires, c'est des systèmes qui vont permettre de réguler, filtrer, nettoyer et éliminer les déchets de notre organisme. Parmi ces émonctoires ou ces systèmes, on a les reins, le foie, les intestins, les poumons, la peau qui permettent de faire ce travail. Et donc à travers cette deuxième partie d'épisode, on va s'intéresser à deux émonctoires. L'émonctoire foie, qu'on appelle le système hépatique, qui est le plus important des émonctoires, et l'émonctoire rein, qui est le système rénal, qu'on a pu voir dans les différents épisodes, et qui permet de diluer et d'éliminer dans l'urine les substances filtrées du sang. Le foie représente le plus gros organe du système digestif. Si le foie est faible, la bile, de pH normal 8,5, ne pourra pas alcaliniser suffisamment le bol alimentaire car celui-ci ne sera pas assez puissant. Dans ce sens, et pour faire référence à la première partie de notre épisode 4, plus un système est affaibli, plus il faudra s'orienter vers des repas simples. A l'inverse, les personnes ayant une bonne énergie et que leurs organes ne sont pas ralentis par une surcharge de déchets et toxiques, et donc ils ont un bon feu digestif, une bonne puissance digestive, ils vont pouvoir tolérer plus facilement les mauvaises combinaisons alimentaires si, attention, elles restent ponctuelles. Pourquoi aider le foie ? Cet organe, à l'anatomie complexe, est représenté comme une usine aux multiples fonctions, qu'on va voir juste après. Et d'ailleurs, pas étonnant, il est considéré par la médecine traditionnelle chinoise comme l'organe maître. C'est comme le chef d'orchestre de la santé globale de notre corps. Il sécrète la fameuse bile, stockée dans la vésicule biliaire, qui joue un rôle dans la digestion par la dissolution des graisses. Il est également garant d'un bon système immunitaire et d'un sang épuré de toute toxine. Il est donc primordial d'avoir un foie sain. Et malheureusement, dans notre société ou notre environnement actuel, il est difficile d'avoir un foie sain parce que de nombreux facteurs continuent de l'agresser. D'abord, la consommation fréquente et régulière d'alcool, même si elle est non excessive. Elle est toxique pour le foie car pour pouvoir éliminer l'alcool, le foie produit de l'acétaldéhyde, une substance qui abîme les cellules de celui-ci. En parallèle, l'alcool est calorique, ce qui accumule de la graisse dans le foie et cette consommation rapprochée empêche le foie
de se reposer et de se régénérer correctement. Il y a également l'excès de consommation de sucre, et je dis bien la surconsommation, parce qu'elle soit simple et naturelle comme les fruits ou raffinée par les sucres blancs, les pâtisseries, les sodas, ou complexe comme le pain, les pâtes, les pommes de terre, le riz, etc., eh bien cela perturbe le fonctionnement du foie. Le sucre est transformé en graisse dans celui-ci, ce qui favorise le fameux foie gras et peut entraîner une fermentation alcoolique par nos bactéries intestinales. Comme l'excès de sucre, on a l'excès ou la surconsommation de graisse. Que ce soit des graisses saturées telles que les graisses animales, produits laitiers, huile de coco ou encore huile de palme, mais aussi les huiles insaturées comme les oméga 3, 6 et 9, ou même les huiles trans comme la margarine, les pâtisseries, les aliments frits, eh bien, consommer en excès, cela alourdit le travail du foie. Pour continuer dans les facteurs qui agressent le foie, on a aussi la consommation d'aliments pro-inflammatoires, tels que les produits industriels et transformés, et même ultra transformés. Eh bien, ces aliments altèrent la barrière intestinale, ce qui favorise le passage des substances toxiques vers le foie. Il y a également la prise tardive ou nocturne de nourriture qui perturbe le foie. Le foie suit le rythme du sommeil. Dans ce cas de figure, il est censé être au repos. Donc il gère moins bien l'apport de sucre et de graisse le soir, ce qui favorise là encore le fameux foie gras. Je vous recommande donc de manger avant 20 heures du mieux que vous pouvez, et si vous ne pouvez pas, eh bien c'est de favoriser des aliments faciles à digérer de manière à ne pas perturber le cycle du sommeil. Enfin, la prise régulière et excessive de médicaments, notamment la prise répétée de paracétamol, de pilules riches en oestrogènes qui augmentent les risques du cancer du foie, etc. Mais aussi les pesticides, les édulcorants et autres polluants qui surchargent le foie et perturbe fortement le microbiote qui aura par la suite une incidence sur le foie. De plus, et selon la médecine traditionnelle chinoise, la colère impacte également le foie. Je vous recommande dans ce sens de favoriser des environnements joyeux et plaisants plutôt que des environnements anxiogènes et malsains. On a vu pourquoi aider le foie, et également les facteurs qui agressent notre foie. On va désormais voir comment aider ce fameux foie. Il existe plusieurs solutions pour soutenir et détoxifier le foie. On va en voir quelques-uns ensemble. Néanmoins, ces conseils ne se substituent pas à un suivi médical. Je vous invite donc à vous faire accompagner d'un thérapeute qui s'y connaît de manière à utiliser ces recommandations à bon escient. Tout d'abord et avant tout, on a vu les différents facteurs qui agressent notre foie. Je vous conseille donc de réduire tous ces excès pour réguler la fonction du foie. Et je vous invite à suivre les conseils alimentaires de la première partie de cet épisode. Ensuite, en alliant une alimentation adéquate, je vous conseille d'avoir un sommeil réparateur, de garder un cycle et d'avoir un rythme régulier pour maintenir les fonctions hépatiques. De plus, ayez une activité physique régulière, non excessive, boire beaucoup d'eau de qualité. Et dans la catégorie des plantes qui sont très nombreuses à présenter, je vous conseille le pissenlit. Très complète dans son action, elle est à la fois diurétique et épurative. Elle stimule ainsi toute la fonction hépatique, notamment la sécrétion de bile. De plus, je vous conseille le chardon-marie. Il joue un rôle, quant à lui, de protection du foie grâce à la silimarine qu'il contient, un flavonoïde favorisant le métabolisme cellulaire du foie. Il est aussi très efficace pour drainer et régénérer le foie. Sans oublier le romarin qui favorise la sécrétion et l'évacuation de la bile ainsi que l'ensemble du fonctionnement hépatique. Ces plantes sont à utiliser en cure. Néanmoins, je vous conseille de vous rapprocher de thérapeutes qui connaissent les plantes médicinales parce que selon la forme galénique, ce ne sera pas la même posologie. Ce qu'on appelle forme galénique, c'est la consommation de la plante qui peut être sous forme de feuilles, sous forme d'huile essentielle, sous forme donc de tisane, sous forme de compléments, en gélules par exemple. Ils n'auront pas la même teneur en principe actif. Dans ce sens, ils n'auront pas la même posologie.
Donc la posologie, c'est quoi? Eh bien, c'est l'indication du dosage et de la fréquence de la prise de ces plantes. En ce qui concerne les aliments pour le foie, on a la betterave crue, qui est excellente, surtout consommée en jus. Comme sa couleur en témoigne, elle est très riche en antioxydants, c'est-à-dire en bêta-carotène, bêta-laïne, caroténoïdes et flavonoïdes. Ce sont des termes un peu scientifiques, non importants. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont efficaces à plus d'un titre, en stimulant l'ensemble de la fonction hépatique et en réduisant les lipides à l'intérieur du foie, mais aussi en nettoyant le foie dans son ensemble. Ces qualités, on les retrouve également dans le radis noir grâce à sa teneur en éléments soufrés, qu'on retrouve également dans l'ail et qui sont donc appréciés pour leur pouvoir drainant et leur capacité à stimuler l'action de la bile. L'artichaut fait également partie des aliments amis du foie et plus connu, le jus de citron, qui dilué dans de l'eau permet de tonifier et détoxifier le foie. En revanche, il est recommandé de le faire avec des citrons frais et bio ou avec de l'huile essentielle de citron. Enfin, je citerai également le curcuma dont la curcumine contribue à limiter la saturation en graisse des cellules hépatiques et la cannelle, recommandée en cas de maladie du foie gras non alcoolique, c'est-à-dire qui n'est pas due à une consommation excessive d'alcool. Pour finir, mais aussi pour aller un peu plus loin, eh bien il existe la cure du Dr Clark qui est comme la cure, pour ceux qui connaissent, d'Andreas Moritz. Ce sont des cures qui ont l'objectif précis de libérer les canaux potentiellement obstrués par des toxines agglomérées comme les calculs et donc permettent de détoxifier le foie. Passons désormais aux reins, qui sont les émonctoires centraux dans le processus de nettoyage de l'organisme. Ils sont en effet chargés de filtrer le sang et indirectement la lymphe. Une bonne filtration rénale garantit ainsi l'élimination quotidienne des déchets métaboliques et des toxines présents dans le corps. Mais avec le temps et parce que toute notre vie, les reins vont être sollicités, eh bien leurs capacités fonctionnelles peuvent diminuer en raison d'une surcharge trop régulière de ces toxines et déchets apportés par l'alimentation, la prise de médicaments ou encore la pollution. Donc si les reins ne filtrent plus correctement, alors la toxémie de l'organisme augmente et cela peut être à l'origine de nombreuses pathologies d'encrassement. On va voir d'abord les facteurs qui affaiblissent et surchargent les reins. Premièrement, il y a la consommation de protéines animales et végétales consommées en excès qui entraîne la formation de cristaux et de sel, ce qui congestionne les reins et peut conduire à affaiblir leur fonctionnement. Deuxièmement, la consommation d'aliments acidifiants en excès, que ce soit les produits industriels, la viande, le poisson, les produits laitiers, céréales, légumineuses, oléagineux, ils perturbent l'équilibre acido-basique qui demande un surcroît de travail rénal et irrite les tissus des voies urinaires. Troisièmement, la consommation de sel en excès. Elle augmente le risque d'hypertension artérielle et favorise l'insuffisance rénale. Quatrièmement, la consommation de substances chimiques, c'est-à-dire des substances qui ne sont pas nécessaires à la vie, telles que les additifs alimentaires, les pesticides, les métaux toxiques, la cigarette, l'alcool, les médicaments. Tout ça surcharge les reins en substances toxiques de synthèse. Et enfin, une consommation trop faible en eau empêche les reins d'éliminer les déchets métaboliques et les toxines. J'ajoute également la peur, qui est une émotion qui affecte les reins. Lorsqu'elle devient chronique, elle peut conduire à un affaiblissement de l'énergie des reins, se traduisant par une baisse de la fonction rénale. Alors comment savoir si nos reins fonctionnent bien ? Eh bien, c'est en observant notre urine. Il est possible d'avoir une indication sur les capacités de filtration des reins. L'urine doit être foncée et trouble le matin au réveil. En la laissant décanter, nous devons normalement observer un dépôt de sédiments, preuve que les reins filtrent bien. Vous pouvez donc faire le test en faisant pipi dans un verre par exemple. Néanmoins, si votre urine elle est foncée mais translucide, eh bien cela montre une déficience de la fonction rénale. Sachez que pendant la journée, l'urine doit être claire. Dans le cas contraire, cela montre une consommation insuffisante d'eau. Aussi,
Après avoir éliminé pendant plusieurs jours tous les déchets qui surchargent les reins, il est normal de constater une diminution des sédiments dans les urines. Par ailleurs, en continuant ainsi et en effectuant un travail plus profond de détoxification de l'organisme et de drainage des reins, il est possible d'observer la quantité de sédiments augmenter à nouveau. Ce sera la preuve que le corps est en train de se détoxifier d'éléments plus anciens, auparavant emprisonnés dans les tissus. Un nettoyage en profondeur peut même entraîner la présence de mucus dans les urines. On va maintenant voir comment aider les reins. Alors toujours pareil, ces recommandations ne se substituent pas à un suivi médical et je vous invite à être accompagné par des thérapeutes qui s'y connaissent afin de vous donner les bons protocoles selon votre état de santé. Premièrement, consommer une eau de qualité ou qu'on appelle également biocompatible. En effet, l'eau, comme on l'a déjà évoqué, est le principal agent permettant la filtration rénale et l'évacuation des déchets et toxines. La quantité d'eau nécessaire dépend toutefois de l'alimentation consommée. Une alimentation basée sur les fruits et légumes crus apporte déjà une grande quantité d'eau. A l'inverse, une alimentation transformée, cuite, salée, basée sur des féculents et des produits animaux nécessitera la consommation journalière de 1 à 2 litres d'eau. Aussi, sachez-le, l'eau est importante non pas dans ce qu'elle apporte, mais dans ce qu'elle emporte. C'est l'eau qui permet de drainer le corps. C'est pourquoi l'eau que vous buvez doit être de qualité. Dans le cas contraire, si l'eau apportée n'est pas de qualité, eh bien elle risque de fatiguer la fonction rénale. La meilleure eau est celle que l'on trouve directement dans la nature, dans un endroit préservé de toute pollution. Mais je dois le reconnaître, dans la société dans laquelle on vit, il est très rare d'avoir une consommation d'eau de cette manière. Donc si vous ne buvez pas l'eau directement à la source, c'est-à-dire que vous la buvez en bouteille ou en provenance du robinet, il est important de privilégier une eau très faiblement minéralisée. C'est-à-dire que le taux de résidus à sec doit être au mieux inférieur à 50 mg par litre. Donc qu'est-ce que c'est que le taux de résidus à sec ? Eh bien c'est la quantité de minéraux et de substances dissoutes qui restent après évaporation complète de l'eau à 180 degrés. Il est exprimé en milligrammes par litre et permet d'évaluer la minéralisation de l'eau. Par comparaison, si vous faites évaporer 1 litre d'eau de mer, donc de l'eau salée, il y restera des cristaux de sel. Et donc ces cristaux en absence d'eau sont appelés les résidus à sec. Je vais vous donner une autre comparaison. Un excès de minéraux peut parfois entraîner, vous avez dû le constater, des dépôts dans nos appareils électroménagers tels que le calcaire. Eh bien c'est pareil pour nous, ça crée une surcharge rénale chez certaines personnes. Et donc ces minéraux inorganiques sous forme de cristaux présents dans cette eau amènent une perte de biodisponibilité, c'est-à-dire que ces minéraux ne seront pas assimilables. Et ces minéraux, qu'on appelle aussi des minéraux non électrolytes, qu'on a vu, je le rappelle, dans les premiers épisodes, eh bien ils perdent leurs effets quand ils sont présents dans de l'eau qui a stagné. En plus d'une eau peu ou faiblement minéralisée, il est important de privilégier une eau pure, c'est-à-dire contenant peu de bactéries, de germes et de contamination fécale, mais aussi aucune pollution chimique. En somme, et idéalement, il est donc préférable d'avoir une eau avec un taux de résidus à sec inférieur à 50 mg par litre. Sachez d'ailleurs que le taux de résidus à sec est souvent indiqué sur les étiquettes des eaux en bouteille pour aider les consommateurs à choisir en fonction de leurs besoins. Pour ceux qui achètent de l'eau en bouteille, dans ce sens, je vous invite à acheter des bouteilles de la marque Monroku ou bien de la marque Rosée de la Plaine, qui sont des eaux très faiblement minéralisées. Et comme je suis sensible à l'environnement et la pollution, je vous conseille fortement d'investir dans des filtres à base de charbon actif, de manière à filtrer vos eaux. Donc ça peut être des filtres qui se mettent sur les robinets, ça peut être des dispositifs comme des fontaines à eau. Et il existe aussi pour les plus petits budgets des bâtons de charbon actif qu'on met dans nos carafes d'eau.
Dans les conseils qui vont également aider les reins, eh bien, il y a la consommation de jus de légumes. Il représente l'intérêt de pouvoir extraire une grande quantité de nutriments, dont des minéraux biodisponibles, bénéfiques pour le bon fonctionnement des émonctoires, mais également des principes actifs aux propriétés diurétiques. Ils vont permettre la réhydratation des tissus, dont les tissus rénaux, qui seront mieux à même de réaliser les opérations de nettoyage et de détoxification qui nécessitent généralement beaucoup d'eau. Pour aller plus loin, eh bien, il y a aussi la pratique du jeûne. Alors jeûner, ça permet de détoxifier et de régénérer tous les émonctoires. Toutefois, il est important de bien préparer le corps en amont, particulièrement en cas de toxémie élevée, afin de ne pas saturer les reins de toxines remises en circulation lors du jeûne. Il est donc recommandé d'avoir une descente alimentaire, donc d'alléger ses repas, et de drainer les reins, donc en consommant énormément d'eau. Pour les débutants, je vous conseille de faire des jeûnes hydriques intermittents, c'est-à-dire d'arrêter de consommer des aliments solides et de favoriser du liquide, mais sur de courtes durées. Puis, selon son ressenti, eh bien, d'augmenter le temps de jeûne hydrique. Gardez en tête que jeûner doit vous permettre de regagner de l'énergie, mais ne doit pas vous fatiguer. Donc, écoutez-vous. Et pour les plus peureux, eh bien, j'aimerais les rassurer. Sachez que le corps ne mourra pas de faim, il se donnera jamais la mort. Il fera juste son nettoyage et regagnera de l'énergie pour mieux fonctionner. D'un point de vue alimentaire, eh bien, je vous invite à favoriser une alimentation alcalinisante, à dominante donc végétale, qui est essentielle pour préserver les reins et leur permettre de retrouver leur pleine santé. Dans ces aliments, eh bien, qui sont diurétiques et favorisent l'élimination rénale, vous avez le jus de citron, de par la présence d'acides volatiles, donc non acidifiants, qui permet de réduire la formation de calculs et de favoriser la dissolution de ceux déjà existants. Les infusions également ou les jus de persil sont particulièrement efficaces pour dissoudre ces calculs et drainer les reins. Vous avez également la pastèque, le melon, le concombre, les graines de courge, la grenade, l'asperge, l'artichaut, le céleri branche et la coriandre qui vont être favorables à l'élimination rénale. En ce qui concerne les plantes médicinales, la liste est exhaustive. Donc si je vous en cite quelques-unes, on a l'ortie, le pissenlit, l'aubier de tilleul, le bouleau. Et dans la catégorie des huiles essentielles, eh bien, c'est le genévrier qui est l'huile essentielle majeure pour les affections rénales et urinaires. Elle décongestionne la lymphe, facilite l'élimination rénale et peut être utilisée pour favoriser l'élimination des calculs rénaux. On a aussi l'huile essentielle de carotte, de persil, de céleri, de livèche, l'huile essentielle de golterie, on a le basilic. Bref, vous l'aurez compris, la liste est longue. Enfin, vous pouvez aussi utiliser le cataplasme d'huile de ricin. L'application de cette huile sur les reins permet de réguler localement l'inflammation, d'augmenter également la circulation lymphatique et de stimuler le système immunitaire en augmentant la présence de globules blancs sur la zone. Son utilisation peut donc être indiquée en cas de douleur au niveau des reins, mais aussi pour favoriser la détoxification rénale. J'ajoute que la transpiration obtenue par l'activité physique ou par la pratique du sauna, du hammam ou de la hutte de sudation permet d'évacuer les toxines par la peau, qui est un peu le troisième rein, et donc permet d'alléger le travail d'élimination des reins. Nous terminons ce podcast avec des astuces efficaces pour réduire le stress. S'il y a bien un facteur à prendre en compte dans notre santé, eh bien c'est le stress et plus souvent lorsqu'il est chronique. La chronicité veut dire que c'est un stress qui dure, qui est présent quand l'organisme est en état d'alerte constant, sans phase de récupération. Il existe 3 types de stress. Le stress physique, le stress chimique et le stress psychique qui influence notre équilibre acido-basique et qui peut donc engendrer un déséquilibre. Commençons par le stress physique. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une contrainte exercée sur le corps, souvent liée à un effort intense ou bien une blessure ou une fatigue excessive ou encore un manque de sommeil. Par exemple, le surentraînement sportif amène du stress physique, mais aussi les mauvaises postures prolongées ou encore le manque ou l'excès de sommeil et l'exposition à une température extrême.
Les conséquences, c'est quoi? C'est de la fatigue musculaire et des douleurs articulaires, mais aussi de la production d'acide lactique avec une augmentation d'acidité dans le corps, et enfin de l'affaiblissement du système immunitaire. Et donc ce sont ces différentes conséquences qui génèrent un stress physique. Comment maintenant diminuer ces maux, MAUX, et ce stress? Tout d'abord, écouter son corps. C'est la règle numéro 1. Éviter le surmenage et respecter les temps de repos. Vous êtes fatigué, vous êtes courbaturé, vous avez fait un sport intense, prenez du temps de récupération. Vous ne perdrez pas vos efforts, rassurez-vous. Deuxièmement, avoir une bonne hygiène de sommeil. Dormir 7 à 9 heures permet au corps de récupérer, mais aussi de se réparer et donc de fonctionner de manière optimale. Troisièmement, s'étirer et bouger régulièrement. Le yoga, les étirements doux, la marche, etc. permet une récupération active, de s'assouplir également, d'avoir une mobilité pour ralentir le vieillissement. Quatrièmement, pratiquer la récupération musculaire ou la détente musculaire par les massages, les bains chauds et froids, le sauna, le hammam, etc. Enfin et avant tout, mangez ce que Mère Nature a créé pour vous afin de favoriser un apport nutritionnel abondant et diminuer l'apport de poison pour favoriser une énergie qui vous permette de performer dans vos activités physiques. Favorisez donc la qualité avant la quantité. Nous avons vu le stress physique, nous allons maintenant voir le stress chimique. Qu'est-ce que c'est? C'est la contrainte liée à l'exposition de substances toxiques ou par un déséquilibre métabolique. Par exemple, la pollution, les pesticides, les métaux lourds sont des apports en toxiques. Les aliments également trop acides ou transformés, trop de sucre, soda, excès de caféine, etc. La déshydratation et la prise excessive de médicaments. J'ajoute également le déséquilibre hormonal qui génère du stress. Les conséquences à ce stress chimique, c'est l'accumulation de toxines qui vont surcharger le foie et les reins, mais aussi le déséquilibre acido-basique entraînant fatigue, inflammation, douleur. Enfin, des troubles également digestifs, créant ballonnement et reflux acide. Alors que faire à travers ce stress chimique? Numéro 1, privilégier une alimentation naturelle et alcalinisante, c'est-à-dire riche en légumes verts, fruits, graines germées, etc. Deuxièmement, limiter les toxines par la diminution de l'alcool, le tabac, diminuer les aliments transformés et ultra transformés. Troisièmement, soutenir le foie et les reins, tel qu'on l'a vu, boire beaucoup d'eau, consommer du citron, du curcuma et tous les aliments bénéfiques à ces organes. Enfin, éviter la surconsommation de médicaments. Privilégier des solutions naturelles dans la mesure du possible qui n'auront pas d'effets secondaires et qui seront plus sains pour votre corps. Nous avons vu le stress physique, également le stress chimique. Nous voilà pour le stress psychique. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un stress qui est lié aux pensées négatives, à l'anxiété et aux pressions émotionnelles. Par exemple, la charge mentale au travail ou à la maison, ou bien les conflits relationnels, la pression sociale ou familiale, également les problèmes financiers, enfin les pensées négatives incessantes et l'anxiété chronique. Quelles sont les conséquences? C'est l'augmentation du cortisol, qu'on appelle hormone du stress et qui est sécrétée par les glandes surrénales. Et cet excès de cortisol peut avoir des effets négatifs sur une longue période, comme une prise de poids, une hypertension, une diminution des défenses immunitaires et des troubles du sommeil qui engendrent de la fatigue mentale, mais aussi des troubles digestifs. Alors pour gérer ce stress psychique, je vous invite à mettre en place ces 5 astuces. La première, pratiquer la respiration profonde. Par exemple, pratiquer la cohérence cardiaque. Inspirez sur 5 secondes, expirez sur 5 secondes. Deuxièmement, faire de la méditation guidée ou de pleine conscience. Posez-vous 10 à 15 minutes par jour. Aidez-vous, comme pour la respiration, d'applications telles que le petit bambou ou des vidéos YouTube afin de vous guider et vous accompagner dans la démarche. Troisièmement, exprimez vos émotions. Faites de l'écriture, de la thérapie, parlez, pleurez, dansez, riez, mais exprimez-vous parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Quatrièmement, limitez les écrans et le stress numérique, surtout avant de vous coucher.
Enfin, pratiquez une activité qui vous détend. La lecture, marcher dans la nature, aller à la piscine, aller à la mer, etc. Quelque chose qui vous fait plaisir. En somme, ces 3 types de stress sont souvent liés. Par exemple, un stress psychologique peut causer une tension physique et entraîner une acidité due au stress chimique. Pour une approche efficace, il faut travailler sur plusieurs aspects à la fois. Bien manger pour éviter l'acidose, donc le stress chimique, bouger mais sans excès pour éviter le stress physique et apaiser son esprit avec des techniques de relaxation pour éviter le stress psychique. En appliquant ces astuces, tu peux gérer ton stress et préserver ton équilibre acido-basique. Cet épisode numéro 4 prend désormais fin et surtout ce podcast vient à terme. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que vous avez pris plaisir. Je vais finaliser ce podcast équilibre et influence des acides et des bases sur notre santé par une conclusion. L'équilibre acido-basique est essentiel pour maintenir une bonne énergie, une meilleure digestion, un système immunitaire renforcé et une meilleure oxygénation des cellules pour un bien-être général. Il permet de maintenir un pH optimal pour les réactions biochimiques, le métabolisme énergétique et la fonction cellulaire, mais aussi la régulation des minéraux. Cependant, il est important de comprendre que l'objectif n'est pas de rendre le corps totalement alcalin, mais de lui fournir les ressources nécessaires pour qu'il régule naturellement son pH sans s'épuiser. En effet, en excès, l'acidité prolongée peut fragiliser le corps, entraînant fatigue, inflammation, troubles digestifs, douleurs articulaires et déminéralisation, d'où l'importance d'adopter de bonnes habitudes alimentaires et de gestion du stress. Alors vous l'aurez compris, l'équilibre acido-basique ne repose pas sur un seul aliment ou une astuce miracle, mais sur des habitudes quotidiennes. Voici les principaux. D'abord, une alimentation qui respecte ce que j'appelle la règle des 3 V. Manger végétal, varié et vivant à 80% pour une vie loin des maladies. Deuxièmement, une bonne hydratation et de qualité, mais aussi une bonne gestion de son stress en pratiquant la respiration profonde. Avoir aussi un sommeil réparateur. Dormez les amis. Et éviter les excès de sport, caféine, sucre et produits transformés qui sont autant de leviers pour préserver cet équilibre. Et pour clôturer en beauté ce podcast, je vais vous lire un extrait du livre Le miracle de la détoxification de Robert Morse qui m'a aidé à la constitution de ce podcast. La santé, c'est très simple. Manger une alimentation adaptée à notre espèce, c'est-à-dire des aliments frais, mûrs, crus et non transformés. Se reposer et prendre le soleil. Nettoyer son corps de toutes les toxines, produits chimiques, métaux lourds, antibiotiques, excès d'hormones, excès de protéines, excès de mucus, parasites, destructeurs, pesticides. Pour résumer, alcalinisez-vous grâce à votre alimentation. Nous, les humains, avons le développement neurologique le plus avancé de toutes les espèces. Et les fruits sont les aliments les plus alcalinisants et chargés en électricité de la planète. J'ai vu des fruits régénérer le système nerveux, tandis que les légumes n'y parvenaient pas. N'oubliez pas, le bonheur, le rire, le repos et le sommeil sont alcalinisants, tandis que l'inquiétude, la colère, la haine, l'envie, les médisances, la peur et le manque de sommeil sont acidifiants. J'espère que cet extrait vous a donné du sens, car oui, le bon sens est celui de l'intelligence de la vie, celui qui vous donne la santé, la joie de vivre, l'abondance, la prospérité, la créativité, la réussite, l'amour, la paix et la foi, tandis que le non-sens, celui de l'intelligence inversée, vous donne la peur, la haine, le doute, l'échec, le conflit, la guerre, les pénuries, les exclusions, la violence et les maladies. Alors c'est à vous de choisir, soyez acteur de votre santé, vous en êtes responsable. Je m'appelle Suriane, je suis coach santé et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Eat and Move. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé car la santé est le bien le plus précieux.
À bientôt! Ain't no one like me.